Bonsoir à tous, bienvenue dans Culture sans Heure, saison 5, épisode 13. Au programme ce soir, l'équipe Culture sans Heure reviendra sur le nouveau match nul du Racing Club de Lens à Strasbourg ce dimanche sur le score de 2 partout. Bon résultat ou résultat décevant, nos consultants du jour donneront leurs analyses et leurs impressions. Dans le temps additionnel de la première mi-temps, vous retrouverez l'actualité décalée du RC Lens par Mathieu. À la mi-temps, vous retrouverez le traditionnel quiz de la team Culture sans Heure. En seconde mi-temps, c'est un débat que nous vous proposons aujourd'hui. Nous tenterons de répondre à la question suivante avec le retour de Kevin Danso. Quel joueur du trio actuel devrait laisser sa place du titulaire? C'est le problème que devra résoudre notre équipe de consultants. Nous conclurons par la projection du match à Saint-Etienne dans 15 jours et les pronos de la team Culture sans Heure. Pour m'accompagner ce soir, il a la même coupe de feu que Franck Leboeuf, mais il a moins de buts en carrière que lui. Bonsoir Sébastien Dallet. Moi je suis choqué. Salut Pierre, bonsoir tout le monde. Si l'équipe Culture Saint-Or porterait un maillot pour les émissions, il aurait le numéro 33 et pas encore de nom floqué dans le dos. Bonsoir Alexis. Salut Pierre-Sam, moi c'est Alexis du coup. Bonjour à tous. Il fait la même taille que Tony Mauricio mais un genou en meilleure santé. Bonsoir Guillaume. Salut Pierre-Sam, bonsoir à tous les supporters en soi. Puis notre dernier consultant du jour a à la fois un point commun avec Jean-Louis Leka et Anas Zarouri. Il est marocain, il est passé par Bastia. Bonsoir Moudir Diane. Bonsoir à tout le monde. Comment tu vas Mounir? Je vois que t'as un survêtement du CS Avion, t'as rejoint le club récemment? Non, ça fait 4 ans que je suis à Avion. Ouais. Et là, en ce moment, je suis l'adjoint de l'équipe première. Et en même temps, je m'occupe des jeunes, en train des attaquants. Ok, ça va, ça se passe bien l'équipe première? Oui, très bien. Aujourd'hui, on a gagné 2-0 contre Meru. Donc, on est dans les 2 premiers. Bon, bah écoute, L'objectif, c'est la montée. vous faites mieux. Il y a deux qui montent? Non, c'est un seul. C'est le premier. Bah écoute, on te souhaite la montée à la fin de saison avec Avion. On va pas parler de la victoire d'Avion, on va parler du match nul du Racing Club de Lens, messieurs. Et on va tout de suite siffler la première mi-temps. Le Racing a donc enregistré un 5e match nul de rang face à Strasbourg sur le score de 2 partout. Wesley Saïd, en interview d'après-match, s'est dit frustré. Messieurs, est-ce que c'est un sentiment qui prédomine également chez vous à la sortie de ce match, Guillaume? Est-ce que tu es frustré? Ah ouais, je suis comme Wesley, je suis frustré. Voilà, frustré parce que mener 2 fois au score, parce que les conditions quand même des buts qu'on encaisse, parce que les situations aussi qu'on a pour faire peut-être même 3 buts, ben, au final à la fin ça fait 1 point. Alors effectivement ce match-là pris isolément, 1 point à Strasbourg, dans la dynamique de Strasbourg, c'est pas infamant, loin de là, hein. C'est plutôt un bon résultat. En avant-match, j'aurais plutôt, été satisfait de ça, mais ça fait suite quand même à 4 matchs nuls, donc c'est le 5e. Donc à un moment, ces points-là, cette série de matchs nuls, ça commence à devenir handicapant quand de temps en temps tu pas une victoire, quoi. Donc Mounir, toi aussi, frustré Moi, du match? moi, c'est la même avis. Donc, enchaîner 5 matchs nuls d'affilée, bah, surtout, on n'avance pas, en fait. Donc, on a des occasions pour tuer le match. Malheureusement, on le fait pas. Mais derrière, on encaisse. C'est pas qu'on encaisse, on donne des cadeaux. Ouais. Donc, il faut prendre ce match de Saint-Etienne pour aller chercher les 3 points pour continuer sur la lancée. On espère, ouais, vite retrouver le goût de la victoire. Seb, malgré les blessures et les absents, on a quand même trouvé un Racing qui était plutôt conquérant du côté de Strasbourg. Malgré un résultat qui n'est pas celui qu'on souhaitait avoir, bien évidemment. Est-ce que tu es quand même rassuré par la prestation collective du Racing Club de Lens? Alors, j'étais pas inquiet par rapport à la composition de l'équipe et les blessés, les suspendus, voilà, j'étais pas inquiet effectivement comme tu le disais parce on a un groupe important et de qualité. Hem, donc rassuré, enfin normal, enfin ça me paraît normal, mais encore une fois, j'ai le même avis que mes compères ici, c'est que je suis frustré de ce match nul parce que OK, on était la meilleure, la pire attaque de Ligue 1 avant ce match. On marque 2 buts. Bah, je sais pas, t'as 5-6 occasions, tu peux en mettre, voilà, tu peux en mettre 5 des buts et tu fais 2-2 et voilà, pour répéter un peu ce que Mounir et Guillaume ont dit, 5 matchs nuls. Alors il y a du positif parce que tu es toujours encore, tu jamais perdu depuis Mmh. le début du championnat. Je crois que tu as 3 équipes européennes aujourd'hui, qui sont pareil Monaco et Lens, ouais. dans ce cas. Mmh.
et à l'étranger aussi, Ah oui, 3 européenne. Non, mais en équipes Ligue 1, il y en a européennes, 3. ouais. Ouais. Et ou alors 5, je crois, bon bref. Mais donc c'est positif, il y a du positif. Strasbourg, ils étaient, enfin et voilà, ils sont en mode, cette année, il s'est passé quelque chose donc pers enfin il y a pas beaucoup d'équipes qui risquent d'aller faire un match nul à Strasbourg. Au vu, voilà, pour terminer, au vu du match, de la situation, ouais, beaucoup de frustration parce qu'on doit reprendre les 3 points. Alexis, toi aussi, t'es frustré. On parle quand même d'un Strasbourg qui, cet été, a fait pour peut-être 80 millions d'euros de recrutement, qui vient de battre l'OM, qui a été faire un match nul à Lille et qui aurait pu largement repartir avec les 3 points. Est-ce que tu es quand même rassuré par ce qu'on a pu montrer avec des manquements dans l'effectif, ou c'est la frustration qui prédomine là après le match Ouais, là, vraiment, je trouve que c'est vraiment la frustration. Parce que, bah, comme disait Guillaume, isolément, le match en lui-même, on repart avec un point Strasbourg, c'est très bien, c'est une très belle équipe. Ça produit du jeu, ça fait des résultats contre des grosses équipes. Donc, isolément, c'est un bon résultat. Le problème, c'est que ça vient clôturer une série de 5 matchs sans victoire. Et là, en fait, on n'avance pas. Donc, c'est ça qui est très frustrant. Après, sur le contenu, moi, enfin, j'étais pas inquiet. En effet, offensivement, on avait des craintes. Comme le disait Seb, on était la plus mauvaise attaque. Mais on a toujours produit du jeu. Et là, on l'a produit. On l'a vu sur les deux buts qu'on a marqués. C'est 2 buts différents sur un pressing et sur une attaque rapide. Et à côté de ça, on a su se créer des occasions. Donc, et défensivement, on a été très solide. On marque, enfin, on prend un but sur coup de pied arrêté, enfin sur 2 coups de pied arrêtés, un penalty, un corner. Donc au global, la prestation est bonne. Juste, on fait 2 erreurs qui donnent 2 buts. Donc principalement frustré, mais content de la production en tout cas de l'équipe. On va revenir déjà dans un premier temps sur la prestation offensive de Lens et puis on fera un petit focus sur la prestation défensive. Avant ça, quelques statistiques sur ce match. Alors donc le score de 2 partout, 1,48 expected goals pour Strasbourg. Bien évidemment, il y a un penalty, ce qui gonfle un peu la statistique. 44% de possession, enfin 0,96 pour Lens, excusez-moi. 44% de possession pour Strasbourg, 56% pour le RC Lens. 7 tirs au but, dont 5 cadrés pour Strasbourg et 9 tirs au but donc 4 cadrés pour le RC Lens, c'est le plus faible taux de tir cette saison d'un match du RC Lens. Pourtant, oui, on croirait pas comme ça. On a quand même eu des occasions, des occasions franches et on met 2 buts dans un même match. Est-ce que tu vois, Guillaume, des signes encourageants dans l'animation offensive du RC Lens pour les prochaines semaines? Alors, les signes encourageants, je pense qu'on voit la continuité de Nice par rapport à la prestation d'Enzola. On voit que voilà, c'est vraiment ce profil-là, il est super important parce que on joue beaucoup, on le cherche beaucoup, on le trouve beaucoup. Lui, ben, il cale des ballons, il dévie, il prend des profondeurs, il va sur le côté. C'est vrai il a une palette quand même en plus offensive plutôt large. Et bon, il marque un but qu'on a. J'aurais bien aimé le revoir d'ailleurs avec une caméra depuis le but de Strasbourg, sauf Ouais. qu'on l'a pas vu parce que je sais pas trop sa frappe, comment elle part. Et au départ, je pense qu'elle est contrée. Au départ, je la vois sortir. Finalement, elle fait poteau rentrant. Bon, je sais pas si c'est ce qu'il veut faire, mais en tout cas, bon, il a sa première occasion, il conclut. Par contre, il en a peut-être une en deuxième, il en a peut-être une ou deux où il doit faire un peu mieux. Donc, je pensais aussi les limites aussi de Enzola parce que s'il fait tout ce qu'il fait, puis en plus il marque à chaque occasion, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi la Fiorentina elle le prête? Certes avec option d'achat, mais voilà. Donc, bon, c'est un joueur qui, 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 voilà, qui est important pour nous malgré tout. Et par rapport à l'animation offensive, ben, on a vu aussi les mêmes limites que contre Nice. Et j'ai trouvé qu'il n'y a pas de connexion avec Saïd pour l'instant. Saïd d'ailleurs très peu touché en fait. Mhm. Est-ce que Enzola, moi je le redis, est-ce que c'est pas un joueur qui doit jouer seul en pointe? Est-ce que le joueur qui est à côté, est-ce qu'il trouve sa place en fait dans le jeu? Est-ce que du coup on se sacrifie pas un joueur à côté qui, même si Saïd il a aussi deux coups à jouer dans la surface, bon il y en a un où il tombe et l'autre il cherche à tout prix à dribbler, voilà. Mais voilà, actuellement, ça fait un peu d'ombre à Saïd en fait, je trouve la performance d'Enzola. Mais Enzola par contre lui il est quand même satisfaisant. Et Fulgini, j'ai trouvé que c'est plutôt un bon match de sa part. Il est quand même au duel, il est quand même un peu, voilà, il est hargneux, il cherche à faire des choses, non? C'est plutôt positif, globalement, l'animation offensive pour moi. Seb, on va faire un petit focus sur Mbala Nzola avant de parler du match de Wesley Saïd et de l'animation offensive dans sa généralité du RC Lens. Euh, Troisième apparition, deuxième titularisation, deuxième but en 3 matchs. Est-ce que tu penses que ça doit être lui qu'on doit mettre en premier sur la feuille de match, en tout cas pour les postes d'attaquant au RC Lens pour la saison à venir? Est-ce que tu penses qu'il faut s'appuyer sur lui et essayer de construire autour de lui plutôt que d'essayer de créer une paire qui soit pas forcément complémentaire comme Guillaume pouvait le dire ou l'enlever de la feuille de match et ne pas le mettre titulaire?
Super compliqué, la question, mais oui, bah, aujourd'hui, tu es obligé de le mettre, c'est le meilleur buteur. Il en a 2 buts, je crois, c'est ça, Guy? C'est le meilleur buteur du Le club. but, c'est ça, ouais. Voilà, 2 buts en 3 apparitions, comme tu le dis. Il montre des choses intéressantes, on en avait parlé déjà il y a 15 jours, 3 semaines en arrière du profil de Mbala Nzola, donc c'est un attaquant qu'on n'avait pas, le profil, on l'avait pas au club, donc très content de l'avoir. Après, oui, bah, écoute, tant qu'il marque, bah, faut le mettre et puis cette complémentarité va se trouver, je pense que les semaines faisant, le travail, là, on a 15 jours pour le prochain match. Le travail, l'animation offensive, avec, Will Steele, ça va, voilà, je pense qu'on va essayer de travailler, beaucoup de choses, parce qu'ils sont conscients des mêmes stats qu'on a tous, donc oui, aujourd'hui, c'est un profil intéressant. Il nous permet, il a encore marqué aujourd'hui, ça lui fait 2 buts. Bah, continuons avec l mais ne laissons pas, de côté, Rémi Labolascari, heu, Wesley Saïd, heu Sotoka. Total. Sotoka Sotoka, oui. Sotoka, mais je sais pas si pour moi il est vraiment, vraiment attaquant, Sotoka, donc je le vois plus un Ouais, peu c'est au sûr. milieu. Mmh. Mais voilà, à voir. Donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont être travaillées pendant les 15 jours qui vont venir et puis, aujourd'hui, c'est l'homme en forme et il plante. Donc bien sûr, tu as un attaquant qui plante, faut le laisser. Faut le laisser sur le terrain, bien sûr. Alexis, est-ce que tu penses que, au-delà de la forme du moment, est-ce que ça peut être vraiment le joueur sur lequel on va s'appuyer sur toute la saison pour dynamiser notre attaque et pour, surtout enquiller un maximum de buts? Bah, là, à court terme, je pense, c'est comme on le dit, c'est le mec le plus en forme. Physiquement, je trouve qu'il est bien là, il est bien revenu. Il a bien tenu, tout le match. Il a une palette quand même assez large, de haut but, déviation, profondeur, duel, c'est quand même un sacré poison pour les défenses. Donc ouais, moi je trouve que c'est vraiment une belle recrue. En effet, le vrai souci, c'est qu'est-ce qu'on met à côté? Je suis assez d'accord avec Guillaume, ça m'avait frappé sur le dernier match, enfin, je trouve qu'il y a vraiment zéro connexion avec Saïd. Alors, il faut laisser du temps. Sur ce match-là aussi, on les a très peu vus. Je serais curieux de savoir le nombre de passes, qui se sont fait l'un l'autre, sur ces 2 matchs. Après, pour mettre quand même, au crédit de Saïd, parce qu'il va souffrir de la comparaison avec Enzola qui marque et qui a fait un très bon match. Je trouvais qu'il a essayé de se rendre disponible. Il a beaucoup pris les espaces, la profondeur. Il a essayé de se démarquer, il a essayé de créer des espaces. Ça l'a pas fait. Donc voilà, il fait un moins bon match, mais aussi quand même dire que sans ballon, je trouvais qu'il avait bien bossé. Donc maintenant, à voir avec Sotoka, est-ce qu'on peut associer Nzola et Sotoka? Je trouve que c'est quand même 2 profils un peu trop similaires en déviation, avec des caractéristiques assez similaires. La Bolascari peut-être un peu tendre pour être titulaire. Donc la solution de peut-être jouer qu'une seule pointe, mais je pense que style l'a dit en conférence, c'est pas du tout son credo. Donc à voir, en effet, laisser aussi un peu de temps, pour, que la mayonnaise prenne et puis espérer que contre Saint-Étienne, ça le fasse la connexion entre lui et le prochain. Généralement, quand on est attaquant, Mounir Ça se fait pourra parler, automatiquement. ça se fait automatique. Ouais, À c'est un ça, moment ouais. donné, il y a quelque chose qui se passe, tu même pas besoin de parler et ça se passe. Maintenant, à voir parce que moi, je pense que Wesley est quand même très intelligent. Il a quelques matchs pour se rendre compte comment, Mbala Nzola, joue, comment il peut se positionner du coup, Ouais, voilà. On a le droit d'avoir 2-3 matchs, comme c'est sûr. ça et l'entraînement donc à voir, je pense sincèrement parce Je que suis d'accord avec toi, faut pas tirer de conclusion hâtive, c'est vrai parce oui, que Wesley ouais, ouais, Saïd, c'est quand même un joueur hyper intelligent et en plus, si tu regardes, théoriquement comme ça, tu te dis c'est hyper complémentaire en fait. mmh, mmh, Parce que si Wesley il clairement, arrive à bien ça tourner peut autour, l'être. à profiter des parce que c'est quelqu'un qui anticipe, Ouais, s'il sait qu'il va dévier à tel mmh, endroit, dans tel espace et que lui il prend l'espace, c'est ça. normalement ça doit fonctionner. Mais pour l'instant, il y a 2 matchs quoi, donc après, on va attendre. Ouais. Pour reparler un peu de Wesley Saïd et de l'animation offensive, il a quand même été très transparent aujourd'hui, malgré, comme tu l'as dit, Alexis, des déplacements, etc., qui peuvent être intéressants. Au final, son poids dans le jeu a été assez discret aujourd'hui. On sent quand même les difficultés aussi de Will Steele de trouver la paire d'attaque la plus complémentaire. Il y a pas mal de turnovers devant. On a du mal à trouver cette stabilité en début de saison. Il y a aussi une baisse, Mounir, des prestations de Wesley Saïd au fil des semaines. Il avait commencé très très fort la saison et on sent qu'il est de plus en plus en retrait au fil des matchs. Est-ce que pour toi, il faut déjà d'abord installer une stabilité offensive, c'est-à-dire conserver un peu le même trio, un 10 de pointe
qui vont souvent jouer ensemble pour créer des automatismes. Ou alors, il faut continuer, peut-être revenir à une seule pointe et avoir 2-10 et continuer un peu ce laboratoire et travailler pour trouver la paire qui va fonctionner ou le trio qui va fonctionner. Qu'est-ce que tu ferais, Après, toi? comme l'a dit Seb, il faut un peu de temps pour que Wesley Saïd ait trouvé une complémentarité entre les deux. Et surtout, est-ce que Wesley Saïd il accepte la concurrence? Oui, aussi, c'est une vraie question. Parce qu'avant que Nzola il arrive, Wesley Saïd était tout seul. Donc il jouait les libres. Là, il y a de la concurrence. Est-ce qu'il l'accepte? Est-ce qu'il y a une communication entre l'entraîneur et Wesley Saïd? Comment il peut rester motivé et voir Wesley Saïd au début de saison? Parce qu'au début de saison, c'était Wesley Saïd, c'était top de top. Ce qu'on avait aujourd'hui, c'était pas le même qu'au début de saison. Non, c'est certain. Guillaume, tu penses que l'arrivée d'Enzola, malgré le fait qu'il soit toujours aligné, peut impacter dans sa confiance, dans son envie, etc., Wesley Saïd? Est-ce que ça peut avoir un impact dans ses performances? Bah, dans sa confiance, je pense pas. Après, effectivement, dans la façon de trouver un fonctionnement avec, Nzola, oui, effectivement, c'est vraiment ça qui doit l'occuper. Après, au début de saison, Wesley, il jouait avec Flo Sotoka en attaque. Moi, Mounir parle de concurrence. Moi, pour l'instant, il reste titulaire, Mhm. Wesley. Donc, c'est plutôt, c'est plutôt avec Sotoka, c'était plutôt Wesley le buteur. Et là, maintenant, avec Enzola, c'est plutôt Enzo le buteur. C'est peut-être à Wesley Saïd Le passeur. de se mettre un peu à plus, alors je vais pas dire au service, mais de trouver en tout cas une relation équilibrée entre les deux. Et c'est peut-être ça qui est un peu compliqué pour l'instant. Parce qu'en fait, il y a deux joueurs. Il y en a un qui est quand même qui va plus prendre la position centrale pour les centres, pour peut-être etc. Il faut que l'autre il tourne autour. Il accepte aussi ce travail peut-être. Et est-ce que les rôles sont clairement, comme le dit Mounir, est-ce que c'est avec le coach tout est clairement défini et établi entre tout ça? Je sais pas. Donc il faut laisser le temps parce qu'on peut pas tirer des conclusions avec 2 matchs joués comme ça et puis de toute façon, il y a Flo Sotoko qui va revenir dans le coup. Il va peut-être tenter aussi d'autres associations et peut-être que Flo Sotoko lui, il peut à la fois faire le 2e attaquant, mais aussi le 2e numéro 10. Donc même sur un seul match, enfin sur même une période des fois, reculer un peu, remonter, voilà, avoir cette palette un peu aussi pour perturber l'adversaire. Faut pas rester figé sur un système avec, voilà, le 10 tout puissant derrière 2 attaquants, je pense que le foot, de toute façon, ça bouge beaucoup. Mmh. Il y a des positions prévues un peu comme ça en début de match, mais après, bon, pendant la rencontre, il y a quand même des changements qui se font hein, naturellement entre les joueurs. Parlons-en de Flo Sotoka, Alexis. Il fait une rentrée un peu difficile aujourd'hui. Est-ce que tu penses que, de par son jeu, de par ses qualités, il peut trouver sa place un peu dans ce jeu de Will Steele où ça veut vite jouer en transition, ça veut vite jouer en verticalité vers l'avant? C'est un joueur qui n'a pas la vitesse des Enzola ou autre. Est-ce que tu penses qu'il peut trouver sa place, que ce soit un cran plus bas ou sur la même ligne que Enzola ou Saïd? Est-ce que tu penses qu'il peut trouver, de par ses qualités, sa place dans ce 11? Ouais, totalement. Enfin, je sais que Sotoka cristallise souvent les débats sur l'inefficacité offensive du RC Lens. Enfin, quand on regarde, c'est toujours la faute de Sotoka. Bon, là, en effet, il n'était pas là, on a mis 2 buts, mais sur le match d'avant, il n'était pas là et ça n'a pas été mieux. Moi, je trouve que c'est un joueur hyper intelligent et à partir de là, je pense qu'il peut vraiment s'insérer un peu dans tous les systèmes avec un peu tous les coachs. C'est un super soldat. Et comme je disais, j'avais déjà dit, je trouve il trouve des connexions assez rapides avec tous les attaquants avec qui il a joué. Kalimundo, Openda, même Wai l'année dernière. Wai a pas été hyper efficace, mais j'ai souvenir d'énormément de passes de Sotoka qui le mettait sur orbite. Donc, ouais, moi je pense que Sotoka peut tout à fait s'insérer. On a besoin de lui, soit offensivement, sur le pressing, défensivement sur les coups de pied arrêtés. Donc, ouais, moi je pense vraiment qu'il peut être associé avec Enzola, avec un autre attaquant. Pourquoi pas jouer en 10 à la place de Fulgini ou autre, pour essayer, je pense vraiment que c'est un atout, à utiliser et Will le sait. Je sais pas s'il faut trouver un joueur pour être au service de Enzola, effectivement, ce serait plus Sotoka que Saïd, Mhm. je pense. Par Oui, rapport à la discussion qu'on vient d'avoir là. bien sûr, par rapport Et ça, il a vraiment un truc à jouer, hein. Trouver cette complémentarité Ah avec ouais, ouais. Zola, hein. Il a tout intérêt à Il a, la. il a carrément, en fait, mais c'était intéressant ce que Mounir et toi vous avez expliqué tout à l'heure. Moi, étant attaquant, moi j'adorais, après, vu ma taille, j'adorais jouer avec un pivot, Hmm. mais au bout de quelques temps, tu te rends compte comment le mec il fait, il dévie, pas de problème, vas-y, moi j'y vais. Donc,
pense qu'il y a vraiment un truc à faire, Wesley Saïd. Il y a un truc. Passer ce truc en se disant, on me met de la concurrence, mais non, en fait, je joue parce que Ouais. notre nouvel entraîneur veut 2 attaquants, donc je reste titulaire. C'est peut-être moins en lumière, mais et c'est lui tout seul qui se dit ça dans la tête, parce que franchement, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Vraiment des choses à faire. On verra ça déjà dans 15 jours et puis au fil des semaines comment la sauce va prendre et quelle sera la cuisine de Will Steele sur l'animation offensive. L'autre fait marquant de ce match, c'est que le Racing Club de Lens a encaissé 2 buts pour la première fois de la saison dans un même match. Une nouvelle fois 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc premièrement le penalty. Mounir, comment tu expliques toi cette passivité sur les corners? C'est le deuxième but qu'on encaisse cette saison sur corner. La saison dernière, je crois qu'on avait, sur la première partie de saison, on avait encaissé 7 corners. Donc, c'est pas un problème qui est imputé à Will Steele, c'est quelque chose qu'on avait déjà dans l'équipe. Comment t'expliques un peu ce problème qu'on a sur les coups de pied arrêtés et notamment sur les corners? Je vais te dire peut-être c'est manque de rigueur un peu. Comme j'ai dit, est-ce qu'on joue avec marquage individuel sur les coups de pied arrêtés ou sur au marquage en zone? Donc c'est comme le but qu'on a pris aujourd'hui, hein. Sur le coup de tête, on dit c'est Samba. Ok, c'est Samba. Mais est-ce qu'on a vu les défenseurs, est-ce qu'on les a pris leur marquage ou pas? Donc pour moi, c'est une question de rigueur et surtout de volonté en fait. Alexis, t'es plutôt d'accord avec Mounir? C'est de la rigueur, c'est de la volonté, c'est des erreurs de concentration, le fait de lâcher le marquage, comme on a pu voir cet après-midi? Bah oui, parce que là, c'est un corner bien tiré, mais c'est un corner tiré dans la boîte. Et alors, de mémoire, c'est Sarr qui est, en tout cas, qui est à côté de Sylla quand il marque et il saute pas. Donc, à partir de là, bah, le mec a un peu, il va lâcher un peu derrière lui, donc sa tête est compliquée à mettre. Si on le gêne un peu, jamais il la met. Là, il est quand même assez seul. Ouais, derrière, en effet, elle lobe Samba, on pourrait lui reprocher d'avoir, de pas être assez explosif, mais bon, c'est très dur. Elle est un peu lobée, elle est dure à arrêter. Donc, en effet, je pense qu'on a un peu de passivité. On n'avait pas, enfin, je reviens sur Stoka, mais souvent, premier poteau, il arrive à la retirer. Après, je pense qu'on a un petit déficit de taille et on n'a pas des énormes joueurs de tête, hormis les trois derrière. Il n'y a pas d'Anso en ce moment, hein. Et il n'y a pas d'Anso. Mmh. Diouf, Thomasson, c'est pas des énormes joueurs de tête. Frankowski, Savez, enfin voilà, donc voilà, un petit peu de passivité. Et puis bon, enfin, si on revient aussi sur la façon dont on concède le corner, ça met un peu de l'eau au moulin sur le fait que voilà, ce Alors, but-là est vraiment offert. sur les corners, moi j'ai toujours un truc que je comprends pas trop, hein, c'est qu'il n'y ait pas de joueur au poteau, au premier surtout. Parce qu'en fait, alors c'est une tactique, j'imagine qu'ils surveillent. Donc, c'est à la demande du gardien. Je pense que c'est lui qui Ouais, le porte, ouais. mais moi j'aime pas. J'aime bien qu'il y ait un joueur au poteau parce que je pense que Samba, s'il y a un joueur au poteau, il se met pas, il se met aux 2 tiers de Ouais, son but, il se met pas à la moitié, voire plutôt premier poteau. Et là, en fait, il se fait perturber au deuxième poteau contre Zakaria, contre Monaco. Un but au premier poteau. Alors, je dis pas que c'est la solution parce que si tout le monde le ferait, il y a même des équipes qui en mettent 2. Mais moi, j'aime bien quand il y a un joueur au poteau et je pense que le gardien, ça le sécurise un peu plus après, c'est lui qui sent. Si lui, ça le gêne ou ça le perturbe, il le fait pas. Mais en tout cas, il va quand même peut-être falloir remettre en cause un peu notre façon de défendre sur les corners. Et ça, pour moi, ça fait partie de l'équation quand même de savoir est-ce qu'on met un joueur au poteau ou pas, un voire 2. Parce que il y a un moment, même si Brice Samba il est gêné, si on continue à encaisser des buts sur corner, il va quand même falloir trouver un électrochoc ou une façon différente de défendre, hein. Je t'en prie, Ouais, carrément, parce que en fait, n'oublions pas qu'avant le match d'aujourd'hui, on était la meilleure défense quand même. Oui, non, mais on remet pas ça Et là, justement. C'est on a d'autant plus encaissé dommage. Ah oui, 2 justement. autres buts et encore une fois, on a encaissé 0 but sur dans le du jeu. jeu. Donc ça, Dans c'est le jeu. très bien. Bien C'est sûr. que par coup de pied arrêté. Mmh. Après, je rebondis sur ce que disait Mounir par rapport au gardien au premier poteau. Ça, c'est le gardien qui décide. Donc là, à ce moment-là, je vais te dire, t'as Ouais, mais rien à après, si tu faire. nous emmènes dans le En mur avec plus, ça, il est va falloir international français, Brice, discuter, hein. donc je vais te dire, c'est clair et net. Tu vois, c'est Mmh. j'en veux pas, j'en veux pas. Euh, mais voilà, je voulais juste rebondir en disant, on était la meilleure Défense. défense du championnat avant ce match. Alors du coup, On doit peut-être même le il y a encore des matchs, voilà, pendant qu'on on est en train de faire l'émission. Donc à voir, mais on reste une des meilleures défenses Ah du ouais, non, championnat malgré tout. c'était pas du tout la question était pas du tout pour remettre en Voilà. cause. Oui, je voulais dire On reste la meilleure défense. Donc, ce soir, j'ai Et pas trouvé une défense de Lens hyper sereine comme sur les autres matchs, en tout cas. Parce que ah, le oui, corner, oui. comme le dit Alexis, il arrive parce que c'est pas du tout serein derrière Chavez qui donne à Samba n'importe comment. Il y a plusieurs situations défensives qui sont. Bon, après, il y avait des absents, hein, mais voilà. Je pense que ce soir, si on prend pas de but dans le jeu,
on a un peu plus de réussite que c'est pas grâce à notre solidité défensive. Après, c'est Strasbourg, hein. Strasbourg, on voit le début de saison qu'ils font, on voit que c'est costaud. Donc, malgré tout, il y a quand même un bon match nul, même si on est frustré du résultat parce que c'est le 5e match nul de suite et voilà. Mais malgré tout, tu perds toujours pas en fait. Tu continues ton invincibilité quand même. C'est important. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc le second but encaissé sur penalty, question très rapide, Alexis. Sévère, pas sévère. Oui. Dans la façon dont ça a été arbitré avant sur les autres actions, en fait. Si sur Saïd, on avait sifflé, bah ok, on siffle là je sais plus sur qui est la faute, mais voilà, on siffle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de cohérence, c'est ça, en fait, surtout que je reproche. Alors oui, Chavez le pousse un petit peu, c'est quand même très léger. Mais le mec est malin, il tombe. Ce que n'a pas fait Lascari précédemment. Ce qu'Enzola fait pas sur le tirage de maillot quand il part tout seul au but du C'est milieu de vrai. terrain. Enfin, voilà. En fait, c'est juste le manque de cohérence. En effet, après, Chavez est pas malin parce qu'en plus, la balle passe au-dessus de l'attaquant. Il n'y a aucune raison de venir faire quelconque geste, donner en fait la possibilité, c'est ça qu'on reproche. Mais par contre, oui, il y a un Ouais. gros manque de cohérence. C'est assez troublant. Pour moi, il fait son geste un peu pour se situer dans la Mm. surface quand même, hein. Après, je pense qu'il appuie pas fort et l'autre, il tombe très, Oui, très oui, vite, hein. Et bon, après, au-delà du penalty, enfin, ce match, en termes de gestion de Madame Frappard, c'est un match qu'elle ne gère pas. Dès le début du match, elle ne gère pas son match. C'est pas la première fois. Donc en fait, elle se crée elle-même ces situations et après elle fuit toujours la réalité. Elle fuit. Elle va pas voir. Parce que qu'est-ce qu'ils nous ont dit les arbitres en début de saison? L'arbitre prend une décision. Si ça crée confusion, même si la VAR n'appelle pas, l'arbitre peut de son propre chef aller voir pour calmer tout le monde. Je suis d'accord Calme. avec ça. Ouais. Mmh. Et puis qu'elle le confirme si elle veut. Mais elle se rendra compte. Mais qu'elle aille le voir. Parce qu'en fait, Saïd, on va pas voir, ok, soit, mais dans ces cas-là, c'est incohérent. Elle est fuyante sur le Enzola quand il fait tirer le maillot. Elle trouve une action à 30 mètres pour tourner la tête et pas voir ce qui s'est passé, parce qu'elle sait pas ce qu'elle va devoir faire. Elle va être embêtée. Donc, ce qu'elle fait, elle siffle un coup franc retardement sur Thomasson. Et puis, dès que les joueurs veulent lui parler fin du match, elle siffle, elle s'en va, elle fuit. Elle est toujours fuyante. C'est dommage. C'est dommage parce qu'elle a besoin d'être confrontée aussi à la réalité. Elle met un rouge à un adjoint un frère, je sais pas quel frère elle met rouge. Mais en fait, apparemment, elle discute pas avec les bancs, elle discute pas avec son quatrième arbitre. Donc, elle fait un match toute seule. Elle ne gère pas son match. Et c'est pas la première fois. Et ça, c'est gênant parce que les joueurs, ils n'ont pas confiance en elle. Et le problème, c'est que ce soir, on peut se dire lésés. Peut-être les Strasbourgeois, ils vont aussi dire qu'ils sont lésés. C'est des actions. Et en fait, les joueurs entre eux, ils se disent, ils n'ont pas confiance dans l'arbitre. Samba, il n'a pas confiance. Il est capitaine, il n'a pas confiance dans l'arbitre. Personne n'a confiance dans l'arbitre. Et donc, ben, ça crée ce genre de match qui est un match qui est tordu pour rien, en fait. Mmh. Et les joueurs se tendent, il y a des Entre eux. contacts pour rien, et alors qu'il n'y a pas besoin, si c'est un arbitre qui maîtrise, et un arbitre ou une arbitre, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quel que soit un arbitre qui maîtrise son match, il doit maîtriser ses joueurs, et les 5 premières minutes sont souvent importantes par rapport à ça. Et bah, souvent, elles se trompent. C'est vrai que ce soit d'un côté ou de l'autre, on l'a senti par moments, enfin totalement perdu sur le terrain. Mais bon, je voulais juste un avis rapide sur cette action Excuse-moi. un peu Pas très rapide. Non, non, du tout, Ça lui plaît, non, ça lui c'était très plaît. intéressant. Il faut dire aussi, Il est vénère, il on faut l'a dire vu les choses. arriver. Et Après, comme il a dit, je te sentais un peu chaud. Je sens que ça t'a fait un peu de bien d'avoir sorti un peu ça. Mounir, j'ai une question. Je vais peut-être jeter un pavé dans la mare. pas trop lourd, Mais s'il te plaît. est-ce que Kodir Koussanov ne deviendrait-il pas le vrai patron de cette défense lensoise? Pour moi, ce qu'il fait jusqu'à maintenant, depuis qu'il a commencé le titulaire, pour moi, je vois pas pourquoi on va l'enlever. Pour moi, c'est un gamin que l'année dernière, il jouait pas beaucoup. Mais là, je trouve que Style, il le fait confiance. Et tu vois que le gamin, il est confiant. Donc, il est là et pour moi, pour l'instant, il faut pas l'enlever. Est-ce que tu as cette sensation aussi, Seb, sans trop rentrer dans les détails, parce qu'on aura un débat en deuxième Ouais. mi-temps sur la défense, mais est-ce que tu sens un peu ce côté patron qui se développe chez lui au fil des semaines? Notamment aujourd'hui avec l'absence de Grady, tu avais l'impression dans son rôle que c'était, enfin voilà, the beast of the East, comme dirait Silvano, une vraie bête, et tout en étant serein et calme. C'est assez impressionnant ce qu'il dégage. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, étant donné qu'on va en parler en deuxième mi-temps, je vais me taire en Non, fait. non, mais tu peux parler de sa performance aujourd'hui. Bah, Il fait non, mais encore moi, un je truc. kiffe dès l'année dernière, la première rentrée qu'il a fait. J'étais avec les anciens. Dit ouh, attention, là il y a un phénomène. Mmh. Et voilà, ça se confirme. Donc j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire parce qu'on va en parler en deuxième mi-temps.
On Mais va bien sûr, non, non, et puis quand tu as un nouvel entraîneur, quand, voilà, tu des nouveaux joueurs ou, des joueurs qui étaient au placard et qui rejouent, qui ont la confiance du coach. Aujourd'hui, tu as une défense qui est mise en place, tu es la meilleure défense du championnat. Ça parle, ça bien sûr. parle. Voilà, on parlait de Danso, bah, ouais, OK, OK, mais Rouzanov, il est là. Kusanov, il est là Il est et là. il est bien là et on espère pour le plus longtemps possible. Autre point dans ce match, c'est le milieu de terrain qui s'est quand même mis en valeur aujourd'hui. Une passe décisive pour Thomasson sur le premier but, un but pour Andy Diouf. Guillaume, qu'est-ce que toi, tu Mmh. as pensé du milieu de terrain? Et autre question, c'est est-ce que Thomasson, il est vraiment convaincant dans ce rôle? Il fait certes une passe décisive, mais je l'ai trouvé éteint un peu dans ce match, pas trop, en tout cas pas trop visible, pas autant qu'Andy Diouf. Est-ce qu'ils ont pas un profil qui, je dirais pas similaire, mais est-ce qu'ils savent pas un peu faire tous les deux la même chose? Et est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un autre profil à côté d'Andy Diouf, un peu plus récupérateur pour dynamiser un peu le milieu de terrain lensois? Ouais, alors, je te trouve un peu sévère sur l'appréciation de Thomasson parce que là où je suis d'accord, c'est qu'ils ont des capacités un peu identiques sur l'aspect, porter le ballon, même si, Thomasson sera plus par la passe et Andy plus par la percussion. Après sur l'aspect défensif, c'est pas 2 grands défenseurs, enfin c'est pas des gens qui vont mettre enfin des joueurs qui vont mettre beaucoup d'impact physique, même si Diouf est assez grand, mais ils couvrent beaucoup de terrain. Les 2 couvrent beaucoup de terrain tous les 2. Il y a des complémentarités quand même par rapport à ça. Moi, Thomasson, j'ai quand même trouvé sur le match, mais toujours pareil avec le ballon, j'aime beaucoup quand il a le ballon. C'est vrai que quand il est sans le ballon, c'est plus difficile pour lui. Face à un surtout que face à un quand il est face à des milieux, un peu physiques, qui mettent beaucoup d'impact et cetera. Mais ce que là tu l'as dit en préambule, mais bah, voilà, Andy Diouf depuis qu'il est là, régulièrement, on dit: «Ouais, c'est prometteur, ces trucs», il fait mais ça à la fin, ça concrétise pas et en première mi-temps, à un moment, il fait un super truc sur le le long de la des 6 mètres, enfin le long de la ligne de corner là, pour une frappe au-dessus, tu te dis: «Waouh, il a pas encore» il fait une super action et ça se termine encore par un truc, positif et puis il marque et puis Thomasson, il fait sa belle passe quand même, en Ouais. profondeur sur Anzola donc non, non, ils ont fait tous les 2 quand même, sur la feuille de stats, ils sont là. Moi honnêtement, je suis un peu, surpris mais je m'attendais pas à ce que quand même Thomasson remonte quand même à ce niveau et que l'association des 2, même s'il y a des limites, hein, comme les limites qu'on vient d'évoquer, je suis quand même plutôt satisfait de cette adaptation et c'est quand même un peu la base depuis le début de saison, hein. On a hormis la défense, même si la défense, il y a eu des absents, mais c'est quasiment les 2 qui bougent pas, en fait, hein. Ils sont Non, tout le mais temps c'est là, vrai, quoi. ils sont Alors il y a installés. pas une concurrence, c'est pareil, El Naoui, bah, il est pas dispo. Comme j'ai dit, il commençait un peu à pointer le bout de son nez de façon très intéressante, mais bah, voilà, il s'est blessé donc Mendy, et Mendy Mendy qu'on voit il va buter. être le 5e, hein, je pense, hein. Si tout le monde est dispo, il fera le 5e, quoi donc bon. Alexis, est-ce que tu me trouves un peu dur aussi avec Thomasson sur ce match? Ouais, ouais, franchement, ouais, je te trouve un bah, peu oui, dur. ça. Je te trouve un peu dur. Moi, enfin, il a fait une excellente première mi-temps. C'est vrai qu'en deuxième, il est un peu plus éteint. Après, c'est aussi, enfin, voilà, il y a des moments forts sur un match, mais en effet, je te trouve un peu dur. Enfin, surtout dans l'utilisation du ballon, c'est vrai que c'est quand même C'est très très intelligent. fort. Ouais, c'est intelligent. Les courses, les déplacements, les projections. Enfin, franchement, sur le but, il fait un 3-4 touches et on se retrouve devant le but et c'est parce qu'il fait partie de ces 3-4 touches. Il couvre beaucoup de terrain à la course, il coupe des lignes de passe. En effet, dans les duels, c'est pas son point fort, on le sait. Mais je pense qu'en fait on accepte que nos 2 milieux, on les a surtout pour jouer au ballon et on donne les duels à nos défenseurs et que là ça nous va. Donc en fait, on se rend compte que ce soit à Strasbourg ou d'autres équipes, on joue beaucoup sur des longs ballons et donc c'est nos 2 défenseurs, c'est Grady, c'est Medina, c'est, Kouzanov qui les jouent. Donc ouais, moi je suis assez surpris comme Guillaume que Thomas revienne à ce niveau-là. Quand on a sifflé le dernier match là, contre Montpellier l'année dernière, à aucun moment j'aurais cru voir ce milieu de terrain-là cette année et à ce niveau. Et aussi, très content que Diouf state un peu parce que ça va lui faire du bien et c'est ce qui manquait. On a besoin effectivement de ça. Seb, Non, quelque non, chose à mais parce rajouter? que, oui, parce que vous connaissez pas le football, en fait. Thomasson, bah, bien sûr que Thomasson, il est énorme. C'est maintenant qu'on s'en rend compte. Francaise, il l'a utilisé pendant 1 an. Il a juste été incroyable. Après, il l'a mis à la cave pendant 6 mois, 8 mois.
Et là, il revient, c'est tout à fait normal. Le mec, déjà, il était à Nantes, Strasbourg avant. Strasbourg, ouais. Il a toujours été énorme. Thomasson, c'est un super joueur. Il s'adapte. On a besoin de lui. Donc, c'est pas nouveau. En fait. Juste un petit détail, on parlait tout à l'heure de Diouf aussi. Pourquoi il frappe pas Diouf au lieu d'essayer de faire une passe D à Sotoka là, à la fin du match? Mmh. Mec qui marque son premier but, enfin, enfin décisif, comme Guigui le disait. Il fait plein de choses, mais il se passe jamais rien. Là, il est décisif à la fin de la première mi-temps, enfin. Et là, deuxième mi-temps, il veut faire style fin de frappe et faire une petite balle à Sotoka. Il est à 18 mètres des buts. Putain, t'es sur ton pied gauche. Oh là 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 là, il y a 2-2. Oh là. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Je sens que t'es. Ouais, ouais, ça m'a Ouais, non, je sens, vénère. j'étais piqué avec Thomasson et ça me Moi, je, Très moi, touché avec je, Thomas. je trouve que Thomasson, depuis qu'il joue à ce poste-là, ok, il prend pas des ballons aériens, mais moi, je trouve qu'il garde pas mal de ballons, hein. Ouais, non, mais après, je suis C'est un pas pari. Ouais, trop dur. c'est quelqu'un qui a un coffre énorme. Ok, comme j'ai dit, il prend pas des ballons de la tête, mais il garde beaucoup de Peut-être qu'il a ballons, un hein. travail qui est un peu plus dans l'ombre dans Didiouf, hein. Ouais. C'est le marathon de Berlin pendant qu'il joue à Strasbourg. Tu te rends pas compte. Je voulais revenir aussi avec vous sur un point durant ce match, quelque chose que personnellement j'ai pas forcément compris. C'est les changements de Wistil, le changement de Fulgini pour Nampalys Mendy, pour ensuite faire sortir Diouf et faire rentrer Pereira da Costa. Est-ce que Mmh. toi t'as compris cette phase de changement, Guillaume, ou est-ce C'est que pas ça la t'a première surpris fois qu'il aussi? le fait, en fait. Pendant 5-10 minutes, il remet Thomasson en 10. C'est ce qu'il fait dans ces cas-là. Il l'a déjà fait. C'est vrai que je suis pas trop fan de ça. Après, voilà, j'ai l'impression que faire ça, c'est pendant 10 minutes, tu remets Thomasson numéro 10. J'ai l'impression que ouais, t'es un peu en attente et tu fais pas grand-chose, en fait. Il y a un peu l'équipe qui attend, peut-être que. Et puis après, il fait le changement où il fait le poste pour poste. Enfin, il repasse avec Pereira en 10 et puis du coup, Mendy et puis du coup, Thomasson est resté. Je sais plus. Thomasson est resté juste Là, là. il est Ouais. resté, enfin, il repart dans sa position du début de match, quoi. Donc, je suis pas fan de ça. Après, voilà, bon, c'est le coach, Mais, hein, il fait son. mais c'est parce qu'on du coup on passe à 1-6 et 2-10 quand il fait ça. J'ai pas l'impression. Ouais, C'est ça en fait que je me dis. ouais, ou un milieu à 3 en fait. Ouais, Plus avec une pointe basse. une seule c'est pointe ça. basse et 2-10. Est-ce qu'on inverse la pointe? Mais moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que Thomasson, il reprend la pointe haute du milieu à 3. Alors, si on met le 10 dans le milieu à 3, quoi. Enfin, Ouais. j'ai l'impression qu'il refait ça, moi. Ouais, non, mais c'est parce Mais en que tout cas, s'il fait ça sur 5-10 minutes, C'est vrai que je sais pas. c'est bizarre, en fait. Parce que s'il fait ça, c'est que tu as une conviction que c'est peut-être un truc à faire. Dans ces cas-là, il faut le laisser jusqu'au bout, quoi. Mais. Est-ce que c'est par rapport aux forces en présence sur le banc aussi mais c'est vrai que enfin, pour le coup, comme toi, j'ai pas très bien Est-ce compris. que c'est pas pour faire jouer aussi, Ouais, c'est ça, les forces en présence. parce qu'il y a Non, mais du il peut monde. aussi faire jouer, Même s'il y a des blessés, il y faire a le tout le changement monde Pereira Fulgini qui et faire sont le là. changement Mendy Diouf, quoi. Il peut le faire directement, en fait, ouais, sans passer par un intermédiaire pour. Oui, oui, non, Il doit y mais avoir une raison. j'entends, je comprends. Mm. ouais, il doit y avoir une Mais raison. là, on fait un changement pour faire plaisir à un joueur ou on fait un changement pour. T'as raison, non, mais T'as t'as pas raison. raison. Non, mais Ouais, bah oui. je sais pas. Mais voilà, c'était le dernier point sur lequel je voulais vous faire réagir sur ce débrief du match qui m'a un peu surpris. Je voulais avoir votre avis, messieurs. Tout de suite, on va passer aux notes. Je vais commencer par toi, Guillaume, et tu vas nous donner une note pour Joanner Chavez. Quelle est ta note? Joanner Chavez, alors bon, ce sera un peu facile de tomber dessus parce qu'effectivement, il est fautif. Mais moi, j'ai pas envie de lui tomber dessus parce que déjà, enfin, il joue pas forcément, il manque un peu de rythme. C'est bon après par rapport à Machado, on comprend que bah oui, c'est pas Machado Chavez, hein, il est moins fort que lui, c'est sûr, hein, même si en début de saison, il a démarré bien, c'est quand Machado était pas encore prêt, c'est lui qui a démarré, il avait peut-être le rythme d'enchaîner quelques matchs là, bah il a pas joué depuis un bout de temps. Donc voilà, j'ai pas envie d'être sévère avec lui. Bah, il fait pas un bon match, hein. Il est impliqué sur 2 buts, même si sur le penalty, moi, pour moi, c'est hyper sévère. Même si effectivement, il peut peut-être pas mettre ses mains, mais bon, dans ces cas-là, Mmh. dans une surface de réparation sur un corner, il y a 160 penalty, quoi. Je veux dire, c'est pas possible, quoi, en fait. Donc, je lui en veux plus sur sa passe effectivement derrière, où je lui trouve qu'il y a un peu de nonchalance dans cette passe. On a beaucoup de gauchers en plus maintenant dans l'équipe, donc aujourd'hui on a 5 gauchers sur le terrain sur 10 joueurs de champ. C'est des orientations de corps qui sont pas les mêmes et c'est pas toujours bon. Lui, il est piston gauche, donc ça va pour un gaucher. Mais t'as un Sarr qui est de l'autre côté. Enfin, il y a des positions des fois qui sont pas naturelles. Bon voilà, mais ça passe. Je sais pas il a fait du pied droit, hein, je crois, ça passe. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Mais en tout cas, accepte, il joue pas beaucoup avec son pied droit. Il a pas de confiance et
Et puis après, c'est vrai qu'il manque un peu de. T'as envie de temps en temps qu'il soit un peu plus mordant, quoi. Il a des situations sur le côté aussi en deuxième mi-temps, ou des centres, des frappes. Bon, il a une frappe, Mais une belle Mm. frappe, ouais. une belle frappe, mais bon. Je vais lui mettre 4. 4. Ouais. Sébastien, toi, je t'ai mis Mbala Enzola. Quelle note pour Enzola sur ce match? Je vais mettre, je vais mettre 6 parce qu'il a marqué. C'est tout? Pas d'autres explications? Non, je vais laisser le travail continuer. Je suis pas pour l'instant conquis, même si j'aime bien son volume, Ouais. ses intentions. Je ne trouve pas que techniquement ce soit top, top, top. Ouais. Il a une occasion en deuxième mi-temps où Bah, s'il apprend du droit, il se facilite peut-être déjà un peu plus la vie, quoi. et ça doit faire but. Mmh. Voilà, sachant qu'il avait marqué avant, donc il y a la confiance et c'était son deuxième but. Donc voilà, je suis pas conquis, j'aime bien son profil comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, il doit travailler encore, il doit travailler. Donc je lui mets 6 parce qu'il a marqué et ça nous permet de rapporter un point. C'est pas mal. Alexis, toi, j'ai choisi Adrien Thomasson, justement. Quelle note tu mets à Ouais, Adrien? comme je disais, moi je trouve qu'il fait un bon match. Une deuxième peut-être un peu moins bonne, mais on va mettre 6 plus 0,5 pour la passe D, on va mettre 6,5. OK. Voilà, je trouve qu'il fait un bon match dans l'utilisation du ballon. Plein de fois, il a su ressortir propre des moments un peu chauds aussi, sur du pressing. Donc un bon match. 6,5. OK. Mounir, toi, j'ai choisi Angelo Fulgini. Bah, Fulgini, moi, je vais le mettre 5 parce que je trouve que des fois, il sort de ses dribbles. Il met tout de suite aux attaquants. Mmh. Il faut qu'il revient. Ouais. Donc, c'est pas par rapport à ça, mais surtout, moi, je trouve que plus les matchs ils passent, plus qu'on voit pas une évolution de Fulgini, en fait. Ouais. Il est toujours sur le même rythme, en fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ça porte peut-être par moment un peu trop le ballon. Puis il faut rester debout. Parce qu'il Oui, est vraiment oui. beaucoup trop souvent par terre, je trouve. Non, mais c'est vrai, t'as Sur raison. beaucoup de duels, il se fait manger physiquement et du coup, ça bonifie pas ce qu'il fait en fait. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est vrai, t'as raison. Messieurs, pour conclure définitivement ce débrief, est-ce que vous avez un carton rouge à mettre? Un carton vert? Guillaume, je vois que Moi, j'ai tu un dis oui. carton rouge, ouais, pour la tenue. Rouge et blanc comme ça, Ouais. ça me fait pas du tout. Ça m'a pas plu, j'aime pas. Ah, non. Je suis plutôt d'accord avec toi. Ça nous a tous un peu choqués ici devant la C'est télé. vrai. Mounir, est-ce que tu as un carton rouge sur ce match, un carton vert à mettre? Non, ça, Non. non. Vous les gars? Non, Guy a parlé de l'arbitrage tout à l'heure, donc Déjà fait? ouais, c'est bon. Ok. Parce qu'il avait mis en plus la veste, hein, carton vert. Donc très bien, carton rouge sur les tenues rouges et blanches qu'on a plus envie de revoir et je te comprends, Guillaume. Merci messieurs pour ce débrief. Tout de suite, on accueille Mathieu pour le temps additionnel de cette première mi-temps. Bonsoir Mathieu. Bonsoir messieurs, bonsoir Pierre-Sam, Bonsoir, Mathieu. bonsoir Monir. Et on démarre Mathieu avec des nouvelles d'anciens Lensois. Oui, et on file en Bretagne, Pierre-Sam. Alors en Bretagne, hein, pas grand-chose n'a changé. Les paysages sont jolis, Julien Stéphan chouine, Julien Stéphan l'ami de Guillaume. Il pleut, Julien Stéphan est sur la sellette, et les Rennais continuent de recruter les gens du Nord. Alors voilà, on l'a appris, l'arrivée hein, d'Arnaud Pouille, l'enfant d'Auchel, que nous considérions... Ça va Guillaume ? Pardon. Que nous considérions encore un peu Lensois. Alors forcément, ça fait un petit quelque chose, hein, surtout quand on l'a vu à peine arriver, offrir un maillot à Benjamin Bourigeaud. Hein, les supporters rennais qui ont d'ailleurs déployé un magnifique tifo en hommage à Benjamin Bourigeaud, qui a passé 7 ans là-bas. Alors forcément, c'est un peu notre anniversaire aussi. Hein. Puisque le départ de Bourige nous rappelle de mauvais souvenirs. Ah non, non, je vous parle pas de la montée qui a été ratée au terme de la saison. Hein, et t'as Benjamin Bourigeaud abattu sur la pelouse de Bollaert. Non, 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 ça peut arriver. Non, moi je vous parle évidemment de l'arrivée au club de Jimon Poupou, Mohamed Fofana et Abdelaziz Pire. Et on enchaîne avec une nouvelle arrivée dans l'infirmerie du Racing. Eh oui, un blessé de plus pour le Racing, encore une claque pour le club. Hein. La dernière fois qu'on en avait vu autant, hein, c'était l'époque Nicolas Touché. Non, plus sérieusement, c'est malheureusement une blessure grave pour notre nouvelle recrue, Satriano. C'est un fameux trauma, hein, comme dirait Hugo Frey. On lui souhaite évidemment un prompt rétablissement.
Et puis le Racing Cœur de Lens a encore réalisé une action en faveur de la communauté lensoise. Oui, tout à fait, Birsam. C'était samedi, la 2e édition du Racing Cross de Lens. Alors, un cross qui a visée symbolique, où les coureurs portent un CV en guise de dossard et rejoignent un forum de l'emploi au Stade Bollaert. L'organisation Racing Cœur de Lens visait les 1906 coureurs pour réaliser les 6,2 km de parcours reliant la Gaillette à Bollaert-de-Leulis. Alors, 1905 coureurs ont franchi la ligne d'arrivée. Une personne est portée disparue. Oui, on attend encore l'arrivée de Fetou Mawassa. En tout cas, bravo pour ces belles initiatives. Et on finit avec ce déplacement à Strasbourg avec des faits de jeu, encore une fois, qui ont fait parler. Non. Alors là, non, Pierre Sam, je te vois venir. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Je vais encore être qualifié de misogyne par nos auditeurs. Bon, d'accord. Stéphanie Frappard est arbitre en Ligue 1. Voilà, fin de la vanne. Non, mais les faits sont là. 5e match nul de suite pour le Racing, tu l'as dit tout à l'heure. Encore 19 et on bat le record de Stéphanie Frappard. Non, mais de toute façon, quand tu apprends que tu vas être arbitré par Stéphanie Frappard, on est à te dire, oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Enfin, à gagner. C'est tout pour moi, bonne semaine, et allez, lance. Merci Mathieu. Seb, comme l'évoquait Mathieu dans sa chronique, il y a encore un blessé du côté du RC Lens, c'est Triano qui s'est fait les croisés. Will Steele parle toujours de l'intensité qu'il veut à l'entraînement. Est-ce que toi, tu penses en tant qu'ancien joueur que ça peut augmenter un peu le risque de blessure quand on voit le nombre de blessés qu'on a en ce moment? Est-ce qu'on n'a pas une phase de préparation un peu trop lourde physiquement? Comment t'expliques un peu ce nombre de blessures en cascade qu'on a depuis quelques semaines? Bon, peut-être ça peut expliquer un nouveau staff, donc une nouvelle façon de travailler. Donc ça peut expliquer ça. Après, moi je pense que, enfin, Un côté machin. en restant très gentil, je suis pas sûr que Satriano a fait un programme durant l'été, Non, c'est vrai. parce que quand je l'ai vu faire sa première rentrée, il a joué 10 minutes, au bout de 5 minutes, il était déjà cramé sur le terrain. Je me pose des questions. Voilà. Après, donc du coup, le fait qu'il se blesse là, voilà. Donc après, voilà, comme tu dis, c'est possible. Changement de staff. Ça faisait déjà quelques années que Francaise et tout son staff avaient une certaine façon de travailler. Aujourd'hui, tu as un nouveau staff qui arrive. Il y a une autre façon de travailler. Alors, il est possible aussi que ça entraîne des blessures. Mais concernant Satriano, et je suis bien malheureux pour lui parce que voilà, les croisés en tant que footeux, voilà, c'est la dernière chose qu'on aimerait avoir. Donc voilà, force et courage pour lui. Mais est-ce qu'il était réellement prêt quand il est arrivé? Je suis pas sûr du tout. On lui souhaite en tout cas un prompt rétablissement et on souhaite que l'infirmerie se vide le plus rapidement possible. Tout de suite, messieurs, on va passer au quiz. Ah bah voilà, c'est là qu'on gagne. Allez, Alors, on y va. C'est là que je vous l'ai dit avant l'émission, j'étais pas forcément très inspiré pour ce quiz. On va faire deux équipes, l'équipe Alexis Seb et l'équipe Guillaume Mounir. Le quiz est sponsorisé par Optagent. Ce sera donc un quiz de statistiques, messieurs. Donc, t'as Guillaume, du coup. Non, je suis pas bon là. Donc, à chaque question, je vous donne 3 propositions. Soit c'est rapidité, soit vous bloquez une proposition. On commence avec la première question. Si je ne prends pas les bonnes réponses, ce sera compliqué de vous donner les réponses. C'est bon, messieurs, je suis prêt. En septembre 2020, pour sa remontée en Ligue 1, Lens bat le PSG. Lens devient l'équipe avec le plus faible taux de possession à gagner un match en Ligue 1 depuis la création d'Optagent. Quel était le taux de possession lensois durant ce match? Première proposition, 16,8%. Deuxième proposition, 21,9%. Et troisième proposition, 27,6%. et là, on peut Bah, dire soit vous vous dépêchez, soit vous Ouais. bloquez une réponse. Ouais, combien? vas-y, dis. De mémoire, j'étais parti sur 27, mais peut-être que. Non, c'est pas ça. Nous, on dirait 21. 21, un point pour l'équipe. Voilà. Un point pour l'équipe Guillaume Mounière, c'était 21,9% de possession durant ce match. Question numéro 2, lors de sa remontée en Ligue 1, toujours, le RC Lens va battre l'OM au Vélodrome. Sur ce match, l'OM enregistrera son plus faible total de tirs à domicile en Ligue 1 depuis la création d'Optagent, toujours. Combien de frappes les Marseillais ont effectuées durant ce match? Première proposition, 2 frappes. Deuxième proposition, 3 frappes. Troisième proposition, 4 frappes. 2, Non, c'est pas ça. 3, C'est pas ça non plus. 4. C'est 4. Je rêvais. 4 frappes. Ok. Yes. J'avais moins, Je vous moins. accorde le point. Voilà. J'aurais dit 0 max.
Pour la prochaine, Deux, ça aurait été un pas point, mal. un point par. Pour la prochaine question, je vous dirai une réponse par équipe. Parce Ah, que sinon, voilà, sinon, c'est voilà, un peu voilà, trop- un peu d'accord, trop très facile, bien. mais je vous accorde quand même le Utilise point les règles. sur cette question. Faut être Un point malin, partout. tu Question numéro 3. Quel est le pourcentage de victoire lors de cette année 2024? On ne compte pas le match d'aujourd'hui puisque j'ai préparé la question avant. Donc sur l'année calendaire, quel est le taux de victoire du RC Lens en 2024? Proposition numéro 1, 35,7%. Proposition numéro 2, 39,8%. Proposition numéro 3, 42,5%. 35 35 35. Non. 35,7%, effectivement. On a gagné que avant ce match d'aujourd'hui, 10 matchs sur 28. Donc là, ça fait 10 matchs sur 29 de gagner en 2024. C'est pas folichon, hein, les gars. 10 matchs sur Il y a beaucoup de 29. matchs nuls, j'imagine, hein, dans les Il doit y stats. avoir Fabien. beaucoup de matchs nuls. On n'a pas beaucoup de défaites, en fait. Hein, mais... Non, pas beaucoup de défaites, Après, mais 10 matchs sur combien? on a sur 29 aujourd'hui. C'est pas mal. Ça fait un match sur 3, c'est pas Ouais, pas énorme, énorme. T'es Lens, t'es pas Paris Saint-Germain. Non, faut être exigeant quand même. Attends. C'est déjà bien, attends. Deuxième point donc pour l'équipe Guillaume Mounier. Maintenu, on est en Ligue 1. Quatrième question. La saison dernière, le RC Lens a marqué 45 buts en championnat. Quel est le pourcentage de buts marqués dans la surface de réparation? Proposition numéro 1, 79%. Proposition numéro 2, 82%. Proposition numéro 3, 87%. Ouais. T'as le droit qu'à une seule réponse. Hein. 79, 82 ou 87? Max? Je peux pas te souvenir de buts en surface, c'est très peu. Combien? Ouais, 87%. Bonne réponse, vous égalisez, Ouais, c'est messieurs. vrai. 87% de Tire buts pas de loin. inscrits dans la surface de réparation. J'ai trouvé cette stat incroyable. Ouais, Et ouais, ça fait pas vraiment- surpris, ouais. Là, de mémoire, il y a quoi? Il y a Andy Diouf contre Toulouse. Ouais, c'est le seul souvenir que j'ai. Medina contre Nantes, du droit là. Ah, ouais, la voilà. surface. Thaïland Aoui aussi, non, je crois. Je sais pas. En dehors de la surface. En dehors de la surface. Mais c'était très peu, en tout cas. Vous égalisez dans ce quiz. Question numéro 5. Quelle est la plus grosse affluence pour un match du RC Lens? Proposition numéro 1, 51 000 spectateurs. Proposition numéro 2, 67 000 spectateurs. Proposition numéro 3, 79 000 spectateurs. Un match du RC Lens à l'extérieur. Pour un match du Ouais, RC c'est Lens. ça le pire. T'as dit 79 000? J'ai dit 79 000. Non, jamais de la vie. Non, 67 000. Non, c'est faux. C'était l'autre. 51 000. Bah, 51. ce quiz Contre va finir. Marseille. Non. Ce quiz va finir sur un match nul, messieurs. C'était Au Stade de France. 79 000, finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG en 2007. J'ai pas dit. cette année. Ah, Oui, bah oui. Ah oui. J'ai dit pour Je pensais qu'elle était fausse, la question. Non, mais en fait, C'était faut pas tenir son Bollard. match, hein, Stéphane. Oh là Tiens pas de match. J'ai précisé, il n'y avait pas précision de Bollard. Tiens ton quiz. Ah ouais. On était très large. Mec, Pour ces questions, il n'y avait pas réponse, d'indication temporelle, donc c'était qu'on En parlait. fait, c'est lui qui veut gagner. On est bien Exactement. sur une Moi, le grand gagnant. C'est Donc, il n'y a ça. pas de gagnant cette semaine dans le quiz. Bon, c'est bien un débrief comme Lens. Partout. Nul. C'est C'est nul, ouais. tout le monde est content, deux partout, exactement. Le même Bouclé, score que bouclé. ce soir, C'est ça. croire que c'était voulu. Merci messieurs pour ce quiz et tout de suite on va siffler la deuxième mi-temps. Place au débat désormais avec la question suivante, messieurs, avec le retour de Kevin Danso face à Saint-Étienne. Est-il envisageable de voir Kevin Danso perdre son statut de leader de défense et de titulaire indiscutable? Seb, est-ce qu'il est possible de voir Kevin perdre son statut de titulaire pour les semaines à venir? Vu comme t'as pas été très précis sur ta dernière question du quiz, C'était et bien là, je vais répondre clairement à ta question. Il aura perdu son statut de titulaire contre Saint-Étienne, oui, ça c'est sûr. Contre Saint-Étienne, oui. Ouais, voilà, maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu veux Moi, dire s'il est disponible? Non, mais faut qu'il revienne, il va pas être titulaire contre Oui, Saint-Étienne. oui. non, mais je te parle, moi, comme Il va le, dans les il va semaines à le, venir. il va le faire rentrer. Je pense. Il va, parce que ça fait combien de temps maintenant qu'il a pas joué un match Enfin, un peu plus d'un mois. officiel? Ça fait Juste 2 mois. avant troisième semaine Un mois et d'août, demi, enfin, 20 août, là. Bah, c'était juste avant le match aller Pana. Le match aller du Pana, il Un mois et demi. Il joue le Voilà. et contre Brest, il va. Voilà. Moi, je pense contre Saint-Étienne, il le mettra dans le groupe. Mm. Il le mettra dans le groupe, mais il gardera, je pense, sa défense sur laquelle sur laquelle il compte depuis le début de la saison. Parce qu'encore une fois, on a des stats qui sont là. Meilleure défense de Ligue 1. Donc, voilà.
pense qu'il le mettra dans le groupe. Et après, après on verra. Très bonne question, parce qu'après, Kevin Danso, c'est Kevin Danso. Ouais. Mais ce que moi je te demande, c'est juste de m'en devoir. Qu'est-ce que toi, dans les prochaines semaines, tu vois? Est-ce que tu le vois rester sur le banc ou est-ce que tu le vois revenir à sa place de titulaire? Je pense qu'il reviendra à sa place de titulaire à un moment donné. Guillaume, c'est ton avis aussi? Tu penses qu'il reviendra titulaire? Non, c'est pas mon avis, moi. Moi, je pars du principe Il va le que prendre cet hiver. je suis pas supporter du FC Danso, déjà d'une. Mhm. Donc, le Racing Club de Lens, l'avenir, c'est Kouzanov, Mhm. Kevin Danso, puisque Kevin Danso, il devait partir. Il a exprimé son envie de partir et libre à lui et il a le droit. Et il avait fait 3 ans et je pense qu'il méritait effectivement un bon de sortie, en tout cas de partir, moyennant en tout cas une indemnité de transfert qui nous satisfaisait. Donc, moi, je pense que son envie de départ, elle est toujours là. Je ne vois pas pourquoi on viendrait bordurer Rouzanov qui est en train justement de monter en puissance, on va le couper dans son élan, parce que Kevin Danso revient entre guillemets disponible. Kevin Danso, j'espère pour lui que trouvera une solution au mercato d'hiver avec un transfert et qu'on s'y retrouvera aussi financièrement. C'est pour ça qu'il faut qu'il joue, Guigui. Si tu Mais le fais non, pas jouer, il sera mais pas sa valeur, transféré cet hiver. mais non, parce que sa valeur à Kevin Danso, elle est connue. Enfin, ça fait 3 ans qu'il est chez nous. Non, Bon, faut qu'il joue. mais il va peut-être jouer, mais avec Rouzanov et pas forcément à la place d'eux. Voilà. Parce que tu vois, ce soir, on aurait aimé avoir Kevin Danso effectivement apte, parce qu'on aurait mis Rouzanov à la place de Grady et le tour était joué. Donc, moi, je m'étais exprimé là-dessus la semaine dernière. D'ici fin de décembre, là, il y a eu Grady, il devait jouer. Ben, il a pris un petit coup d'entraînement. Je sais pas c'est la nature de sa blessure. Est-ce qu'il sera remis dans 15 jours? Si dans 15 jours Grady n'est pas là, est-ce qu'on repart sur une défense avec Malang Sarr piston, enfin défenseur central droit? Je suis pas convaincu. Donc voilà. Mounir, est-ce que Pour moi, la priorité en tout cas, c'est pour Rouzanov. plutôt de l'avis de Guillaume, continuer à installer Kusanov, ou ce que dit Seb, et ce qui est pas totalement faux, c'est que pour des raisons économiques, faire jouer Danso et le mettre un peu en vitrine pour espérer le vendre à un bon prix. Mais moi, je vais être avec les deux. Parce que je suis d'accord avec toi, Guillaume, parce qu'il faut préparer l'avenir. Et l'avenir, c'est pas Danso. Non. Et de deux, si Danso il revient et on est obligé de le faire jouer, j'étais passé avec toi comme on peut écarter Grady. Ah, ouais. Toi, tu partirais. Moi, j'ai pas tu partirais écarté Grady, j'ai dit Grady. qu'il est indisponible. Mais Indisponibilité, pour ouais. l'instant, Partager le temps. le petit, moi je trouve qu'il est très bon. Et si on est obligé de le faire jouer Danso, bah, pour moi, ils vont écarter Grady, c'est sûr et certain. Moi, je suis pas convaincu du fait qu'on soit obligé de le faire jouer pour le transférer. Mais ça, après, c'est ma vision. Mais Avec les histoires qu'il y a eu donc au niveau cardiaque, ouais. cardiaque, Ouais. il est obligé de le faire jouer. Puisque Non, sa mais valeur, comme tu dis, on connaît sa valeur. Ouais. Mais Ouais. qui rejoue, Il y aura qui des matchs de rejoue la et qui sélection voit. autrichienne, hein. Il y aura Oui. des matchs de la sélection Ouais, autrichienne. oui, hein. mais Ouais, mais ça, qui faut rejoue, qu'il soit sélectionné. t'es obligé. Sélectionné, faut qu'il joue. Guigui, j'espère qu'il va être Guigui, sélectionné. tu sais très bien, t'es obligé. D'ici, si tu veux espérer, il devait être Non, mais quoi, il y aura- vendu combien à Il y la aura des Roma, opportunités pour qu'il joue. 23, il me semble. plus de 20 millions, je crois. C'est 25 bonus, ouais. millions, ouais. C'est 25 plus bonus. Ouais. Ouais. Fais-le jouer. Non, mais il y T'as aura pas le des choix. opportunités qui jouent. T'as Mais pas le moi, choix. ce que je voulais dire, c'est que c'était pas jouer et pour mettre Rouzanov sur le banc. En tout cas, Je- c'est pas je- cette solution-là que je. Là, Alors, tout à fait d'accord là-dessus. On y viendra après Mais- sur si jamais il doit rentrer dans la défense qui on fera sortir, mais je voudrais quand même l'avis d'Alexis. Est-ce que tu es plutôt d'avis qu'il faille le faire jouer, on sait quel niveau il a et on sait ce qu'il peut apporter à la défense, et tout en ayant en même temps ce côté un peu vitrine dans l'espoir de le vendre au mercato d'hiver, ou il faut pas trop déstabiliser la défense qui est en place et laisser Kodir Kuzanov en tout cas à ce poste-là pour qu'il puisse continuer de s'épanouir, de prendre de la force chaque semaine et de devenir, comme on le disait un peu tout à l'heure, un peu ce leader en défense qu'on voit arriver au fil des semaines. Ouais, bah déjà, je pense qu'aujourd'hui, Steele a envoyé un message. Malang Sarr, axe droit et pas central de la défense à 3 en laissant Kouzanov, ça montre bien que Kouzanov est à sa place et il y restera. Parce que de base, on se serait dit Sarr central comme il est gaucher et on décale Kouzanov. Ils ont préféré mettre un gaucher à droite. Donc ça montre bien à quel point il fait confiance à Kouzanov dans l'axe. Donc ça, c'est une chose. Et en effet, je suis d'accord, faut pas le sortir. Les matchs sont monstrueux. Aujourd'hui, il a encore été monstrueux face à Emega, qui est quand même un sacré client. Il a eu 10-15 minutes un peu compliquées. C'est mais compliqué, hein, un petit peu. Il y a quand même des Oui, périodes compliquées avec mais Emega, parce que c'est vrai que. il a eu des parties compliquées, mais il est resté dans le match. Il Ouais. n'a pas fait de faute bête. Ouais. Il a pris le dessus au fur et à mesure. Donc ça montre aussi une maturité. Mm. Et moi, je suis d'avis qu'en effet, Danso rentrera dans les trois par la force des choses. Blessure de Grady, suspension, ce genre de choses. Mais là, à l'heure actuelle,
vois pas quel argument, hormis l'argument financier, mais encore une fois, voilà, faut voir. On sait que je pense qu'on ne vendra pas à la somme qui était voulue à l'époque. Je pense qu'on veut le faire partir, il veut partir. Je pense aussi qu'il faut que ce soit lui qui parte plutôt que Kouzanov, parce que là, on commence quand même à beaucoup en parler à droite à gauche, de le voir en tout cas. Donc c'est dommage que ce soit lui qui doive partir pour des raisons financières, etc. Donc voilà, moi, Danso, on sait, c'est un excellent joueur. Je pense qu'il fera pour la rotation à 4, plus en cinquième Malang Sarr. Mais à l'heure actuelle, moi, je touche pas aux 3 qui sont très bons. On peut critiquer, je vois qu'on critique parfois Grady, mais moi, je le trouve très bon au Non, début c'est vrai. aussi. Donc voilà, moi, je suis continuité. C'est intéressant parce que justement, j'allais en parler. Il y a une autre solution. On laisse Kodir Kouzanov jouer Mhm. et puis on le vend. Parce que de toute façon, il va falloir vendre à un moment donné. Ça va être compliqué toute la saison là Non, mais Danso, il est à plus garder dans tout sa le tête, monde. hein. Ah Tu ouais. vas pas, il est là, mais il est pas là, en fait, hein. Donc, ça veut dire que tu dois reconstruire Et une puis, défense dans 6 mois ou dans un an, et puis complète, tu hein. vendras Donc, quand même plus cher Danso et tu vires un beaucoup plus gros salaire aussi. Oui, bien sûr. ouais, Même ouais. si je pense qu'au lieu des 25, on vendra peut-être 17, j'en sais Non, puis la rien. marge de Mais progression de Danso, pour moi, non, en là, tout cas chez nous, il est à son top, hein, Mm. mais Rozanov, je pense qu'on n'a pas encore tout vu. Non, clairement. Bah, D'accord. forcément, par rapport à l'âge. Mais Non, c'est mais quand même incroyable comment on peut être, on est capable de retourner complètement par rapport à Danso. non, Tout le monde le kiffait bien sûr. grave. Mais Pas ça. on n'est pas supporter du FC Danso, Seb, en fait. Oui, non, C'est le je, club de je Lens. suis tout Ouais, à c'est fait ça. d'accord, hein. Ouais. Moi le premier, hein. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas quand même Non, il n'a pas joué que contre Montpellier. les Je veux dire, il n'a pas joué contre Montpellier, c'est ça? les résultats que Lens a obtenus toutes ces dernières années jusqu'à présent, Ouais, t'avais Danso derrière, quoi. bien sûr. Pas ça. Il y avait aussi Seko Et Fofana, c'est il est pour ça, parti, quoi. et c'est pour ça que Danso devait partir à 25 millions d'euros. Ouais. Voilà. Si tu me laisses T'es faire t'es dans l'obligation de le faire jouer, si pour tu moi. me laisses faire un petit état des lieux des forces en présence, donc on a Kodir Kouzanov qui est vraiment énorme chaque semaine et qui ne fait que progresser et dont on voit la marge de progression, comme tu le disais Guillaume, qui est encore très grosse et ça devient vraiment un très très bon défenseur de Ligue 1 et peut-être même un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 actuellement. Très très lourd. On a un Medina qui est peut-être un peu moins en vue que la saison dernière, mais qui reste aussi quand même très important par sa grinta, sa qualité de relance et son apport offensif. Et on a un Jonathan Grady qui lui aussi est irréprochable dans ses performances, mais qui est un peu l'homme de l'ombre de cette défense à 3. C'est celui qui est le moins Ouais. souvent mis en lumière. Mm. Donc quoi, parmi ces ces trois-là, pardon, sachant que de ce que je peux comprendre autour de la table, Koussanov est indéboulonnable, qui tu retires entre Medina et Grady pour pouvoir redonner potentiellement une place à Danso. Bah Medina ou Grady. C'est une réponse de Normand, ça. Bah ouais, mais parce C'est pas que culture ici. et ouais, mais ce sera un des deux. Si tu pars du principe que Rouzanov, il est titulaire à part entière, terminé, c'est lui le big boss. Mmh. Il y en a deux. Donc c'est un des deux. Donc à voir au fur et à mesure du match, de la semaine, qui a été le meilleur, quel est l'adversaire potentiel en face, quel est l'attaquant aussi. Et puis bah tu vires un des deux. Si tu décides effectivement de garder Rouzanov, et après la tâche se complique. Qui tu fais jouer en plus Danzo? Non, bien sûr. Mounir, toi, Ça va être compliqué. et si, est-ce que tu te verrais, toi, en tant que coach, réintégrer Kevin Danso? Et si tu devais couper un des trois titulaires actuels, ce serait lequel? Oui, tu t'as dit C'est Jonathan Grady tout à l'heure. je suis pas obligé de remettre Danso. Non, est-ce que si tu as Danso à disposition, si tu as Non, Danso à disposition, est-ce que tu souhaiterais le faire jouer? Est-ce que tout à l'heure tu parlais de couper, enfin potentiellement de retirer Grady pour pouvoir faire jouer Danso et Kusanov. Pourquoi le choix de retirer Grady? parce que comme je t'ai dit, si on est obligé de faire jouer Danso, oui, je retire Grady. Et c'est ton choix se fait juste pour des questions de positionnement ou juste C'est juste une question de pognon, ouais, comme on l'a dit, ouais. mais si tu avais Sinon, au niveau, Pourquoi Grady et pas Medina? parce que pour moi, Medina, il ramène un truc En plus, ouais. en plus, avec sa grinta, ses passes qui cassent les lignes. Euh, des fois, tu le trouves en Terrain, il est rentrée de la surface. ouais, c'est ça. Ouais, c'est des trucs, excuse-moi Grady, hein, mais qui ramènent pas ça, en fait. De temps en temps, il fait des percées. Oui, je suis d'accord. Mais Medina, non. Non. Mmh. Guillaume, est-ce que tu penses que cette situation, d'avoir, 4, gros défenseurs, 4 défenseurs de très haut niveau qui peuvent tous être titulaires seulement pour 3 postes, est-ce que,
Déjà, ça peut ramener des tensions au sein du groupe et au sein du groupe et notamment du côté de la défense. Et comment Will Steele peut gérer ce type de situation? Des tensions, je pense pas parce qu'ils se connaissent plutôt bien et et je pense que cette situation, elle durera pas sur une longue période. En tout cas, je l'espère. Si on a une projection jusqu'au mercato d'hiver, je pense qu'il y a pas non plus énormément de matchs et ça peut se gérer moyennant les suspensions, les blessures, les méformes. Je pense que ça peut peut-être se gérer naturellement. Il y aura peut-être quand même un ou 2 matchs où il y aura un vrai choix avec les 4 entre guillemets «dispo» et dans ces cas-là, si tu veux réintégrer Danso parce que moi je le réintègre pas. Mais si la condition c'est de le réintégrer pour des histoires de transfert parce qu'il faut le faire jouer, il faut le montrer, ça veut dire que Rouzanov, bah, Danso, tu vas le mettre au milieu. Donc Rouzanov, tu vas le mettre, défenseur central excentré et donc naturellement, tu vas le mettre à droite. Le meilleur à droite qu'à gauche, Mmh. Danso. Mmh. Pardon, je me perds, Rouzanov. Donc naturellement, c'est Jogradi qui va payer, en fait. Ouais, mais il a déjà Tu joué vois? à gauche aussi, Voilà. hein. Il a déjà joué à gauche. Ouais, D'accord, C'est vrai. mais si tu as le choix, voilà, oui, non, bien sûr. Rouzanov, moi, je le pensais on avait eu l'entraîneur de la réserve, Vincent Carlier. Il nous avait dit que pour lui, il le voyait comme avoir un profil de défenseur central droit. En ce moment, il est en train de se révéler aussi au profil de défenseur axial. Bah, super, il a une palette où il peut jouer pour moi centre et peut-être droite. Gauche, il peut le faire aussi, mais ça reste moins naturel. Ouais, Mais c'est pas pour autant naturel, qu'il va c'est pas vrai. être bon, hein, Mmh. c'est pas ce que je dis. Mais quand tu veux tout optimiser, Rouzanov, c'est soit dans l'axe, soit éventuellement à droite. Donc effectivement, dans ces cas-là, bah, s'il faut à tout prix faire jouer Danso, c'est Jogradi qui va payer. Mais pour moi, c'est pas juste. Est-ce C'est que pas juste de faire payer Jogradi par rapport à ça. Il fait ses matchs, il continue. C'est un joueur, on l'a eu en invité. C'est quelqu'un dans le bien vestiaire qui est sûr. très important. Il faut aussi raisonner à ces équilibres-là de vestiaire, etc. Lui, il comprendra peut-être pas pourquoi hein, il se retrouve écarté. Si c'est sur un match, c'est sur un match. Voilà. Si c'est sur une longue période, c'est différent. Mais moi, je pense que Rouzanov ne jouera pas. Il laissera C'est possible, Gradit et Medina et il mettra Danso. c'est possible que Rouzanov, le petit jeune, malgré tout, Exactement. voilà, Et il parle pas bien ouais, français. ouais. Comme tu C'est le lui qui en fasse disais, les frais. Ouais, ouais. Ouais. si tu es sûr de pouvoir vendre Danso Mmh. cet hiver, Mmh. ça va se jouer, entre guillemets, ça ira jusqu'à l'hiver. Ah, mais pas au-delà. Parce que le petit jeune, entre guillemets, hein, à un moment, Au-delà, le petit jeune, il dira rien parce qu'il dit jamais rien c'est vrai, Ouais, ouais. il va payer. puis, Il parle pas français aussi. Mais Et puis il comprend pas le français, voilà. Alexis, toi, ton avis, enfin, c'est pas ton avis que je voudrais avoir, c'est juste, on parlait de logique de vestiaire avec Guillaume. Si toi, dans une logique de vestiaire, quand tu as un joueur qui est sur le départ, mais qui en même temps est ton leader de défense, qui est sur le point de revenir, et qu'en même temps, tu as ce petit jeune qui vient frapper à la porte d'un poste qui est très très fort, qui a vraiment la carrure pour être titulaire et qui est peut-être l'avenir de ta défense, quel choix tu ferais? Est-ce que tu ferais le choix, entre guillemets, de l'argent et de l'économie, c'est-à-dire de mettre le joueur de mettre Danso sur le terrain pour essayer de le vendre et de garder un bon prix de vente, ou de surtout penser aux sportifs et à l'avenir et d'installer définitivement Kouzanov dans la défense pour les semaines et puis pour la saison à venir. Alors moi, mon avis, autant qu'Alexis, c'est, on laisse comme ça et en effet, moi, je compte sur, le turnover un peu naturel des blessures, des cartons pour tourner à 4 en fait, et pardon à Malang Sarr, mais que je considère en 5 et qui jouera beaucoup moins. Parce que je vois pas sous quel argument tu peux dire à Kouzanov: «Tu sors». Enfin, franchement, ce serait vraiment pas juste pour lui. Ce serait lui mettre, une balle dans le pied, lui couper son rythme et comme on le disait, couper que ce soit à gauche ou à droite, Gradit ou Medina, c'est pareil. Ce serait des dommages collatéraux et ce serait dommage. Donc non, non, moi là, je reste comme ça et en effet, selon les besoins, Danso fera la rotation avec eux et après si Danso, s'avère être meilleur que les autres encore et ben là, OK, mais là, je vois pas pourquoi il devrait revenir, tout de suite titulaire et puis, et après aussi même d'un point de vue club, on nous parle quand même beaucoup de jouer l'Europe, donc faut considérer, juste financièrement de jouer Danso. Pour le financier, je veux dire. Si on se dit que sportivement la meilleure, charnière, c'est les 3 là, on laisse les 3 là et on vendra Danso, cet hiver, peut-être ou cet été. L'idéal, ce serait cet hiver pour, se retirer une épine du pied et puis laisser libre, les 3 là pour se mettre en place mais c'est compliqué, hein. Merci Alexis, merci messieurs pour ce débat. Il y a des avis, assez tranchés et des avis divergents. C'était très intéressant d'avoir, vos différents avis sur le sujet et je pense qu'on risque d'en entendre parler dans les semaines à venir, notamment avec les prochaines compositions mises en place par Will Steele. Tout de suite messieurs, on va se projeter loin, on va se projeter dans 15 jours et le déplacement à Saint-Étienne puisque
Il y a une magnifique trêve internationale qui nous attend et ça nous fait bien plaisir de revoir l'équipe de Didier Deschamps. On va se régaler. Le RC Lens se déplace donc à Saint-Etienne dans 15 jours pour y défier Saint-Etienne. Vainqueur de OCR ce week-end, 3-1. Une équipe en dents de scie depuis le début de la saison. Que doit-on penser du niveau de Saint-Etienne, Guillaume? Qu'est-ce qu'on doit penser des Stéphanois? Ben, il y a une équipe à domicile, une équipe à l'extérieur, hein, déjà. Donc, à domicile, ils ont quand même battu Lille et Auxerre. Ils avaient fait aussi match nul, je crois. Donc, à l'extérieur, effectivement, tout le monde a en tête cette purge, enfin cette tôle qu'ils ont pris à Nice 8-0. Je pense qu'effectivement, ce sera pas la même configuration de match qu'à Strasbourg, puisque là, on aura, je pense, le ballon, et ce sera à nous de faire le jeu, et c'est eux qui vont essayer de nous contrer. Là, on était plutôt quand même une position d'attente un peu à Strasbourg. Donc, bah là, ça sera un match piégeux, parce que c'est une équipe, malgré tout, un peu comme elle l'a fait contre Lille, un peu en mode Coupe de France, un peu sur un match où ils arrivent à marquer, un peu sur une situation un peu optimisée. Puis derrière, après, bah, ils se battent comme des chiens pour garder un score. Ouais, je sais pas la physionomie du match, comment ça tournera, mais en tout cas, faut surtout pas croire que c'est 3 points d'avance, sachant que bah, on vient de faire 5 matchs nuls, et ce serait très important de réenclencher une série avec une victoire, hein. De toute manière, comme le disait Guillaume, il y a un peu une équipe à domicile, un peu une équipe à l'extérieur, même s'ils ont quand même été arrachés un match nul à Nantes après avoir été menés 2-0. Comment tu vois les Stéphanois? Puisqu'au final, quand on en entend parler dans la presse, on dit que c'est décevant, etc. Ils ont 7 points, c'est que 4 de moins que le RC Lens. Et hormis cette victoire, enfin cette défaite, pardon, 8-0 à Nice, leur début de saison n'est pas non plus cataclysmique. Comment tu les vois, toi, en ce début de saison? Moi, je dis, il faut faire attention à Saint-Etienne parce que c'est une équipe qui va jouer le maintien. Mmh. Donc, à mon avis, tous les matchs à domicile, ils vont s'arracher comme des chiens pour pas perdre le match. Donc, c'est à nous de prendre le match en main et aller chercher cet résultat chez eux et surtout leur mettre la pression d'entrée, en fait. Parce que, comme j'ai dit, c'est une équipe qui joue le maintien. Donc, la moindre, comme l'a dit Guillaume, à l'extérieur, c'est une équipe, pour moi, inexistante à l'extérieur. Mmh. Donc, à domicile, ils vont faire tout pour gagner les matchs, au moins pas le perdre. Donc, c'est à nous d'aller chercher les 3 points comme l'a dit Guillaume, pour repartir avec une victoire, en fait. C'est une des pires défenses de Ligue 1 avec 18 buts encaissés, mais forcément, quand on en prend Mmh. 8 en un match, ça gonfle un peu les stats. Il y a quand même des difficultés dans le jeu. On le disait, ils sont quand même aussi capables de battre des équipes dites plus fortes avec une victoire contre le LOSC. Est-ce que, comme le disait Guillaume, c'est le parfait match piège, ce déplacement à Saint-Etienne dans 15 jours pour toi, Sébastien? Bah, déjà, moi, je retiens quand même ce match nul, qu'ils perdent 2-0 à Nantes et qu'ils reviennent. C'est important quand même. Ça montre, quand même une équipe à l'extérieur qui est capable d'arracher aussi un résultat. Et à domicile, on connaît, le stade, Geoffroy Guichard, voilà, le public. On a des similitudes ici, avec les supporters, lensois et bollards. Donc, maintenant, j'ai une stat que vous connaissiez tous. On gagne jamais 2 fois suite à C'est domicile. vrai. Strasbourg l'a fait. Alors non, c'est faux parce que Lens l'a fait. Déjà, on a déjà Aujourd'hui, en tout cas. voilà, mais Lens, en tout cas, l'a déjà fait On l'a l'année fait, dernière et il y a 2 ans, on a il y a gagné 2 ans, 2 on l'a fois de fait, suite. ouais, pas mal de fois. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, c'est toujours compliqué de gagner 2 fois de suite à domicile. Donc, eh ben moi, je vois Tu une vois encore un victoire match nul? lensoise, bien sûr. Ou ouais, ou Ouais. sinon facile, match nul. Ouais. Non, après, je pense que Mounir l'a bien dit, Guillaume, voilà, ça va être forcément, comme tous les matchs, un match compliqué. Maintenant, sincèrement, vu la maîtrise que tu as aujourd'hui, je pense que tu dois juste les tuer. Mais le problème, c'est ça, c'est est-ce qu'on est capable de tuer? Parce que c'est notre problème, à nous depuis le début de la saison, c'est on n'arrive pas à concrétiser, entre guillemets. Et quand tu concrétises et que tu mènes 2-1 comme à Strasbourg, tu vas faire une faute bête et tu vas repartir On avec est un match capable de nul. se tuer par moment, mais pas Voilà, tuer donc l'adversaire, ouais. si tu joues ton jeu et que tu es efficace, je pense qu'au même titre que Nice, à domicile, tu dois mener déjà 2-0 à la mi-temps. Tu dois tuer le match, en fait, après, tu dois le gérer. Donc si on arrive à gérer et à être efficace dans les 2 surfaces, je pense que c'est un match que Lens est, largement capable de gagner.
sans être trop inquiété. Alexis, ton avis pour conclure un peu cette projection. On est sur une série de 5 matchs nuls. Est-ce que tu restes confiant ou cette série, elle te fait douter un peu sur la force du Racing? Et est-ce que pour toi, quand on affiche des ambitions européennes, comme a pu le faire Will Steele dans Téléfoot ce dimanche matin, est-ce qu'il y a autre chose que la victoire qui est envisageable dans 15 jours? Ouais, comme je disais au début, moi, je suis pas inquiet sur la production de ce qu'on produit, ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc, j'ai confiance qu'on fasse un bon match à Saint-Etienne. On est largement en capacité de les battre. Si on a la bonne idée de marquer rapidement, ça nous Ouais. aidera aussi. Alors aujourd'hui, c'est différent, c'était Strasbourg, mais je pense que les mettre dans le doute rapidement chez eux, ça peut nous faire du bien pour ouvrir des espaces. Et en effet, enfin, en toute humilité, si on considère qu'il y a un peu de 2 championnats, ceux qui jouent le maintien et ceux qui jouent l'Europe, nous, on a comme tu disais, les ambitions sont l'Europe, Saint-Etienne, c'est le maintien. On voit, c'est que Saint-Etienne, ils arrivent à gagner contre les équipes qui jouent le maintien. Bon, il y a eu le match contre Lille, mais surtout parce qu'on avait un Lille très mauvais, qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Mais dès que l'adversité est un peu plus haute, on sent quand même qu'ils sont dans la difficulté. Et si on joue à notre niveau, en toute humilité, voilà, avec tout le respect que j'ai pour Saint-Etienne, je pense vraiment qu'on doit le gagner ce match. Et il y a surtout pas d'autre solution que la victoire pour bonifier en fait, enfin ces matchs nuls quoi. Parce Ouais. que je l'avais dit après Rennes, faut vraiment on fait des bons matchs nuls, mais faut bonifier parce Mmh. qu'un point, c'est mieux que 0, mais on n'avance vraiment pas vite. Ouais. Heu et si on reste solide défensivement, je pense qu'on peut largement contenir aussi offensivement cette équipe Saint-Étienne. Donc je vais dire que je vais être confiant et puis, espérer je vois une victoire. OK. Bon, écoutez, messieurs, on va tout de suite, après cette projection, passer au pronostic. Seb, c'est dans 15 jours, c'est loin, je sais, mais quel est ton prono pour ce match face à Saint-Etienne? 1-3. 1-3? Pour un point, du coup. 1-3. C'est pour nos auditeurs et ceux qui nous regardent pour être sûr qu'on soit bien sur une victoire de Lens. Alexis? 3 buts de Satrian. Non, Je suis aligné avec Seb, 3-1 pour le Racing. Guillaume? Allez, 0-2. Mounir? C'est ce que tu allais dire? La même chose, 0-2. Je serais parti On reste par exactement. équipe. On prend pas de but. C'est exactement parti sur la même projection, c'est-à-dire 2-0 pour Lens à Saint-Etienne. Ça me paraîtrait pas mal. En tout cas, on l'espère très fort. Merci messieurs pour ce moment passé ensemble. C'est désormais l'heure de conclure cette émission. On profite de la trêve internationale pour faire une pause, mais vous retrouverez un Culture 100 heures hors série sur la préparation physique animé par Valentin dans les prochains jours. Merci à nos partenaires. Encore merci Mounir Diane d'avoir rejoint l'équipe de consultants du jour. Avec plaisir. Merci à nos consultants habituels et bien évidemment, merci à vous qui nous regardez et nous écoutez. Likez, commentez, abonnez-vous aux différentes plateformes de podcast, suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et pensez à activer les notifications de la page YouTube Culture 100 heures pour suivre les directs. Bonne soirée, on se donne rendez-vous dans 15 jours et surtout, allez Lens. Bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao. Soirée.